Allez, on plonge aujourd'hui au cœur du moteur de notre corps. On va explorer ensemble cette incroyable capacité d'adaptation du cœur à travers un concept essentiel, le débit cardiaque. On a tous déjà senti notre cœur s'emballer, que ce soit en montant des escaliers un peu vite, juste avant un examen, ou même devant un bon film à suspense. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le cœur se met à accélérer comme ça tout d'un coup? Eh bien, cette sensation si familière, c'est en fait une porte d'entrée vers un processus biologique d'une complexité et d'une élégance vraiment fascinante. La réponse à cette question, elle tient en deux mots. Le débit cardiaque. C'est vraiment la mesure de la performance de notre cœur, le véritable moteur de notre corps. Alors concrètement, c'est quoi? Le débit cardiaque, qu'on note QC, c'est tout simplement le volume de sang que chaque ventricule du cœur arrive à pomper en une seule minute. On le mesure en litres par minute et c'est vraiment l'indicateur numéro 1 de la performance du cœur. C'est grâce à ça que chaque partie de notre organisme reçoit l'oxygène dont il a besoin pour bien fonctionner. Ok, pour bien comprendre, on va décomposer ça. La formule, elle est toute simple. Le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique. Pour que ce soit encore plus parlant, on va imaginer que notre cœur, c'est un moteur de voiture. Le débit cardiaque, le QC, ce serait la puissance totale du moteur. La fréquence cardiaque, ou FC, c'est le régime du moteur, les tours par minute. Et enfin, le volume d'éjection systolique, le VES, c'est la cylindrée du moteur. En gros, la quantité de sang qui est poussée à chaque battement. Bon, tout ça, c'est pas juste de la théorie. C'est une valeur qu'on peut vraiment mesurer et que les médecins surveillent de près. Mais alors, comment on fait? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment la technologie a évolué. Avant, c'était assez lourd. On utilisait des méthodes invasives. Par exemple, le principe de Fick, qui demandait de poser un cathéter pour suivre la consommation d'oxygène. Ou la méthode de Stuart Hamilton, où il fallait carrément injecter un colorant dans le sang. Aujourd'hui, heureusement, on a l'échocardiographie Doppler. C'est une simple échographie totalement indolore qui nous permet de voir et de mesurer le flux sanguin en direct. C'est beaucoup plus sûr, plus précis, et on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Passons maintenant à la pratique. Dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ce fameux débit cardiaque évolue? Eh bien, pour un adulte en bonne santé, au repos, le cœur pompe entre 5 et 6 litres de sang par minute. Pour se rendre compte, c'est presque la totalité du volume sanguin du corps qui fait un tour complet en seulement 60 secondes. C'est déjà assez bluffant. Mais alors là, attention, regardez ce qui se passe quand on fait un effort intense. Ce graphique le montre parfaitement. Le débit cardiaque peut exploser et passer de 5 litres par minute à plus de 20 litres. C'est multiplié par 4. Le moteur passe littéralement en sur-régime pour fournir tout l'oxygène dont les muscles ont besoin. Et l'exercice, ce n'est pas le seul facteur, loin de là. L'âge, le sexe, la température du corps, l'altitude, et même le stress ou l'anxiété, tout ça fait varier le débit. Tiens, le simple fait de se mettre debout, ça provoque une petite baisse temporaire. Le cœur s'ajuste vraiment en permanence à chaque seconde de notre vie. Forcément, cette mesure devient absolument essentielle quand le moteur commence à fatiguer, en particulier dans les cas d'insuffisance cardiaque. Dans la plupart des cas, c'est assez logique. Une insuffisance cardiaque, ça veut dire que le cœur n'arrive plus à pomper le sang efficacement. Le moteur est en panne, et donc le débit cardiaque s'effondre. Le corps ne reçoit plus assez de sang pour fonctionner normalement. Mais, et c'est là que ça devient contre-intuitif et fascinant, il y a des exceptions. Certaines maladies, comme l'hyperthyroïdie par exemple, peuvent provoquer une insuffisance cardiaque, mais avec un débit qui est, lui, très élevé. Dans ce cas-là, le moteur ne tombe pas en panne par manque de puissance. Il tombe en panne parce qu'il tourne beaucoup trop vite, tout le temps, jusqu'à s'épuiser complètement. Bon, la grande question, c'est comment le corps arrive à réguler ce débit avec autant de précision. En fait, il va jouer sur les deux éléments de notre formule. On va commencer par le premier, la fréquence cardiaque. Le corps possède un système de contrôle juste incroyable. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une voiture, avec une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur. Il fait monter les tours, il augmente la fréquence cardiaque quand on fait un effort ou qu'on est stressé. Et le système parasympathique, lui, c'est le frein. Il ralentit le cœur et c'est lui qui domine quand on est au repos. Et un des mécanismes les plus rapides pour gérer cet équilibre, c'est le réflexe barorécepteur. C'est un peu un système de sécurité intégré. En gros, on a des capteurs de pression dans nos grosses artères, comme l'aorte ou la carotide. Dès qu'ils détectent le moindre changement de pression, hop, ils envoient un signal au cerveau. Et le cerveau, quasi instantanément, va ajuster l'accélérateur et le frein pour que tout revienne à la normale. Mais le corps ne se contente pas de jouer sur la vitesse du moteur, il est bien plus malin que ça. Il peut aussi ajuster sa cylindrée, c'est-à-dire le fameux volume d'éjection systolique. Pour rappel, le volume d'éjection systolique, le VES, c'est la quantité de sang qui est éjectée à chaque battement. Et ce volume, il dépend principalement de 3 grands facteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle la précharge. C'est l'étirement des parois du ventricule juste à la fin de son remplissage. Si on reprend notre analogie du moteur, c'est la quantité de carburant qui entre dans le cylindre. C'est simple.
plus on met de carburant, plus l'explosion, ou ici le battement, sera puissant. Le deuxième facteur, c'est la post-charge. Là, c'est la résistance que le ventricule doit combattre pour pouvoir éjecter le sang. Pour notre moteur, ce serait la contre-pression dans le pot d'échappement. Si la résistance est forte, comme par exemple en cas d'hypertension artérielle, eh bien le moteur doit forcer beaucoup plus pour faire le même travail. Et enfin, troisième et dernier facteur, la contractilité. Ça, c'est la force de contraction propre au muscle du cœur lui-même, peu importe le reste. C'est en quelque sorte la qualité des matériaux du moteur. Un moteur avec de bons composants sera naturellement plus puissant. Et ce qui vient lier tout ça de manière assez magnifique, c'est la loi de Frank Starling. C'est un principe fondamental en cardiologie. En gros, elle dit que plus le cœur se remplit, donc plus la précharge augmente, plus ses fibres musculaires vont s'étirer. Et plus elles s'étirent, plus la contraction qui suit sera puissante. C'est un mécanisme d'autorégulation absolument génial. Le cœur s'adapte tout seul, de manière innée, au volume de sang qu'il doit gérer. Alors la prochaine fois qu'on sent son cœur battre, que ce soit au repos ou en plein effort, il faut se souvenir que ce n'est pas juste un bruit mécanique. C'est le langage d'un moteur intelligent qui est en train d'ajuster sa vitesse et sa puissance en temps réel pour répondre parfaitement aux besoins du corps. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter à ce moment précis ?